Plus largement, il y a beaucoup de discussions qui sont en cours, éparses, sur la manière ensuite de suivre la situation une fois que la paix sera signée. Faut-il donner une responsabilité à l'OSCE, ce qui était le cas entre 2014 et 2022? Faut-il qu'il y ait un mandat donné aux Nations Unies pour que des forces de maintien de la paix surveillent justement la ligne de front, en tout cas entre l'Ukraine libre et des territoires qui seraient occupés? Faut-il un système de surveillance ad hoc? Autant de questions juridiques, techniques d'une extrême importance qui ont fait que nous avons décidé là de mandater nos ministres des Affaires étrangères pour faire dans les 3 semaines une proposition très concrète de suivi justement d'un cessez-le-feu de court terme et d'un cessez-le-feu durable, suivi institutionnel et pratique, qui pourrait ensuite être échangé avec nos partenaires américains. Ensuite vient la question des fameuses des garanties de sécurité, et donc, une fois la paix signée, comment s'assurer que l'Ukraine pourra rester libre, stable et ne subira pas de nouvelles agressions russes. À ce titre, nous avons tous partagé le fait qu'il y a un manque de clarté encore sur les conditions de signature et qu'il y a un manque de clarté sur la nature des engagements américains le jour d'après. Néanmoins, nous avons acté, je dirais, 3 axes de travail pour justement maintenir cette paix durable et solide une fois un accord de paix signé. Le premier élément de la sécurité des Ukrainiens et des Européens, c'est une armée ukrainienne forte, bien équipée le jour d'après. Et il y a unanimité de tous les participants aujourd'hui sur ce point. C'est pourquoi, de manière très concrète, nous avons acté que le Premier ministre britannique et moi-même donnions mandat à nos chefs d'état-major des armées pour qu'une équipe franco-britannique puisse être déléguée dans les prochains jours en Ukraine et puisse travailler de manière très étroite avec nos partenaires ukrainiens qui ont acté également ce mécanisme pour préparer justement dans tous les domaines ce que sera le format de l'armée ukrainienne de demain. Quelle armée de terre, quelle capacité maritime, quelle capacité aérienne, quel format, c'est-à-dire en termes de taille, de nombre de soldats, quels équipements pour pouvoir répondre à une éventuelle agression russe et dissuader la Russie d'une telle agression. Ceci permettra ensuite de rentrer dans des travaux de planification qui permettront de clarifier les contributions de chaque pays membre de notre coalition pour donner de la visibilité à l'Ukraine et avoir un plan d'action maintenant très précis. Le deuxième élément de garantie de sécurité, ce sont les forces de réassurance que nous pourrions déployer le jour d'après en Ukraine. Ces forces de réassurance, c'est l'objet de la proposition franco-britannique d'il y a plusieurs semaines, n'ont pas vocation à être des forces de maintien de la paix. J'ai répondu hier à l'un de vos collègues pour bien clarifier ce point. Elles n'ont pas vocation à être des forces présentes sur la ligne de contact. Elles n'ont pas vocation à être des forces qui se substituent aux armées ukrainiennes. Mais ce seraient des forces de quelques États membres présents, parce qu'il n'y a pas unanimité sur ce point. Certains États n'ont pas la capacité de le faire, d'autres, le contexte politique qui le leur permet, ou l'accord. Mais ce seraient des forces présentes dans certains endroits stratégiques préidentifiés avec les Ukrainiens, qui signeraient un soutien dans la durée, une réassurance des Européens et auraient un caractère de dissuasion à l'égard d'une potentielle agression russe. Ceci sera travaillé par nos chefs d'état-major dans le cadre de la mission que je viens d'évoquer, ce qui permettra d'avoir la carte des points qui sont évoqués et un accord aussi sur le format de ces forces de réassurance. Il est très clair et il a été très clairement établi que ces forces de réassurance ne sauraient en aucun cas se substituer ou réduire l'effort qui est collectivement le nôtre sur le flanc est de l'OTAN. Ça viendrait en plus, et d'ailleurs sur un mode opératoire qui peut parfois ressembler à ce que nous faisons dans certains de ces pays. Le troisième axe en termes de garantie de sécurité, c'est évidemment notre propre défense. Et je crois qu'il y a unanimité autour de la table pour dire que les Européens étaient beaucoup plus unis qu'il y a quelques semaines, étaient beaucoup plus audacieux et beaucoup plus déterminés, et surtout convaincus tous qu'au fond, ce qui se joue en Ukraine aujourd'hui et dans les semaines à venir, c'est la sécurité des Européens dans la durée.